Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, aujourd'hui, c'est Anna Lamy. Bonjour, vous êtes chargée de mission environnement et transport à l'UFC Que Choisir. Et avec vous, on va parler indice de réparabilité. Alors, combien de fois, je pense que tous nos auditeurs sont concernés, on a préféré jeter un appareil électroménager et en racheter un autre plutôt que de tenter de le faire réparer. Or, j'ai découvert il y a assez peu, et pourtant ça date d'il y a un an, qu'il y avait un indice de réparabilité. Ça date du 1er janvier 2021. Et vous tirez aujourd'hui la sonnette d'alarme parce que, je pense que ce dispositif n'est pas assez connu, que peut-être ceux qui vendent les produits électroménagers ne nous informent pas suffisamment. Mais on va reprendre au début. C'est quoi cet indice de réparabilité ? Bonjour à vous, Anna Lamy. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. L'indice de réparabilité, c'est une note sur 10 qui apparaît sur 5 familles de produits aujourd'hui. Les lave-linges, les smartphones, les ordinateurs, les télévisions et les tondeuses à gazon pour avoir l'univers jardin. Et l'objectif, c'est de dire à quel point un produit est facile à réparer ou non. Donc, si vous avez un petit logo rouge, c'est-à-dire qu'il est très peu réparable. Et si vous avez un petit logo vert, à l'inverse, c'est qu'il est très facilement réparable. D'accord. Mais il est où ce logo ? Et il est vraiment posé sur le... Il est à quel endroit quand on achète un produit ? Alors, au moment de l'achat, normalement, il est systématiquement affiché à côté du prix. D'accord. Alors, nous, on a regardé sur les sites de vente en ligne et ce qu'on voyait en décembre, c'est qu'il y avait à peu près la moitié des produits seulement qui disposaient de l'indice. Depuis, ça s'est amélioré, mais on trouve encore beaucoup de produits qui, aujourd'hui, n'ont pas cet indice clairement affiché à côté du prix. Alors, comment sont établis ces critères et qui les met en place ? Ce sont les industriels eux-mêmes ? Alors, les industriels se notent, oui, mais à partir d'une grille qui est commune, qui a été générée par une discussion entre les parties prenantes. Ce sont les industriels, ensuite, qui, à partir de cette grille, forment la note. D'accord. Mais les critères donc sont pertinents. Est-ce que la note correspond à ces critères dans ce que vous avez pu observer, puisque vous avez, à l'UFC Que Choisir, mené une grande enquête sur cet indice de réparabilité ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que la note est fiable ? Alors, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que les critères sont pertinents. Par exemple, on retrouve la documentation. Est-ce que j'ai facilement l'information ? On retrouve la disponibilité des pièces détachées. Est-ce que je peux facilement les trouver pendant une longue période ? On retrouve également le prix de ces pièces détachées, la facilité à démonter le produit, et enfin un critère spécifique. Donc, ces critères ont du sens. Le problème qui se pose, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a une note à chacun de ces critères, on fait simplement une moyenne des 5 critères. Et la conséquence, c'est que je peux avoir très bien une bonne note à certains critères, mais une note catastrophique, par exemple, au prix des pièces détachées. Ouais. Du coup, je vais me retrouver avec un bon indice, par exemple 7 en moyenne pour les smartphones, alors que la disponibilité des pièces détachées est seulement de 4,1 sur 10, donc mauvaise. Voilà, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de critères limitants. Autrement dit, si je n'ai pas une bonne note à un critère clé, je n'ai pas forcément une mauvaise note à la fin. Ouais, donc c'est un petit peu inutile. Qu'est-ce que vous dites, UFC Que Choisir ? Vous tirez un peu la sonnette d'alarme en disant qu'il faut un petit peu changer, ça, qu'il y ait plus de clarté pour le consommateur ? Tout à fait. Ce qu'on dit, c'est que c'est une excellente initiative, cet indice de réparabilité. C'est novateur, c'est une information que le consommateur n'avait pas auparavant. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, en l'état, l'indice ne renseigne pas parfaitement. Il donne une note agglomérée qui ne traduit pas forcément la réparabilité réelle. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est déjà qu'on ait des critères limitants plutôt qu'une moyenne. C'est-à-dire que si j'ai une mauvaise note à un critère clé, le prix, la disponibilité des pièces détachées, la capacité à démonter, alors j'ai une mauvaise note à la fin. Et ce qu'on demande également, c'est que cette information, les notes qui sont obtenues à ces critères, ces 5 familles de critères, soient facilement accessibles. Donc, quand je vois l'indice, je me dis, tiens, un indice, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet indice ? Donc, il faut que l'information soit facilement accessible. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la loi impose que si moi, consommateur, je demande à avoir la grille, alors le distributeur doit me la donner. Mais il faut que je fasse l'effort de la demander, il faut que je sache qu'elle est accessible, il faut qu'on me la donne au moment de l'achat, parce que sinon, je ne vais pas attendre 3 jours le temps d'avoir l'information. Tout ça, ça limite l'intérêt de l'indice. Donc, on demande, c'est que cette grille soit facilement accessible. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors je voyais qu'il y a 40% seulement des appareils électroménagers qui sont réparés, et souvent, c'est vrai qu'on renonce en se disant, faire venir le réparateur, la pièce détachée, ça va me coûter 250 €, je ne sais pas,
il vaut mieux que je rachète un lave-linge ou il vaut mieux changer, avoir un neuf que de réparer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réparations coûtent quand même très cher. Le service après-vente coûte cher. Alors, oui, il coûte cher. Néanmoins, ce que peut montrer l'ADEME, c'est que ça peut être plus intéressant de réparer. Donc, c'est aussi une habitude à prendre, la Ouais, c'est réparation. ça. Il y a aussi le fait que quand l'appareil casse, on se dit, bon, c'est plus rapide d'avoir un nouvel appareil, je n'ai pas envie d'attendre 3 jours, et c'est compréhensible, hein, c'est parfaitement compréhensible. Donc, il faut que ça rentre dans les habitudes. Et c'est aussi tout l'intérêt de l'indice de réparabilité, c'est de faire rentrer dans les habitudes, dès l'achat, de faire rentrer la réparabilité dans les réflexions au moment de l'achat. Ouais. C'est un véritable intérêt pédagogique aussi. Mais vous voyez, je vous donne un exemple personnel. Mon grille-pain est tombé en panne. J'ai appelé pour savoir, pour le faire réparer. Ça me coûtait aussi cher de remplacer la résistance que de racheter un grille-pain. Il fallait attendre 15 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté un grille-pain. Donc, et c'est ce qu'on retrouve trop souvent aujourd'hui. Alors, on a une petite lueur d'espoir, je dirais, avec le fonds de réparation qui est prévu par la loi anti-gaspillage. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'objectif de ce fonds, c'est que si je souhaite réparer un appareil qui n'est plus sous garantie, donc normalement, je devrais payer la réparation, hein, c'est logique, eh bien, on me donne une participation pour financer une partie de la réparation. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le fonds n'est pas encore à la hauteur des attentes qu'on peut mettre en lui, dans la mesure où déjà les sommes sont moindres que ce qui était prévu. Et ensuite, il n'est pas encore en place. Il n'est pas encore aujourd'hui développé, déployé et disponible. Ouais. Mais ça peut être un exemple d'action qui favorise le recours à la réparation. Parce que le principal frein à la réparation, ça reste le prix. Ça reste le fait que le neuf est moins cher. Voilà, souvent moins cher que la réparation, ou du moins paraît plus intéressant que la réparation. Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont effectués sur cet indice de C'est obligatoire? C'est obligatoire aujourd'hui dans ces 5 familles que vous avez évoquées? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits? Alors, dans les magasins? Oui, le calcul et l'affichage de l'indice sont obligatoires. La grille doit être également mise à disposition. Les contrôles doivent commencer au 1er janvier 2022. Donc, normalement, ils peuvent commencer. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour sur des sanctions ou sur des contrôles réalisés. Mais il y aura des contrôles. C'est prévu et ils sont nécessaires. Hein, parce que ce qu'on montre, c'est que quand il n'y avait pas ces contrôles en décembre, l'affichage n'était pas au rendez-vous. Donc, les contrôles sont nécessaires. Ouais. On parle aussi de durabilité, c'est-à-dire ça rejoint l'obsolescence programmée, c'est-à-dire ces appareils dont on a tous fait le constat qu'ils durent moins longtemps qu'avant. Et obsolescence programmée, ça veut dire que ces appareils sont fabriqués pour durer un certain temps. Et c'est sciemment que les industriels, parfois, limitent, alors je ne sais pas comment on peut dire, la durée de vie d'un appareil pour qu'on en rachète. Alors, plutôt que d'obsolescence programmée, je pense qu'on peut plutôt parler d'obsolescence anticipée. Parce que ce qui va guider l'achat d'un nouvel appareil, c'est le fait qu'il tombe en panne et que la réparation soit chère. C'est le fait qu'il devienne obsolète par rapport à d'autres produits. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut engager pour favoriser l'allongement de la durée de vie, l'allongement de la détention des produits et également la réparation. Au-delà de la réflexion sur l'obsolescence programmée, c'est plutôt comment faire en sorte qu'on puisse garder plus longtemps nos produits et que même s'ils cassent, on les garde à nouveau plus longtemps, on leur donne une seconde vie. Ouais. Donc, c'est tout ça par... je rappelle que vous êtes responsable environnement, chargé de mission environnement et transport. Environnement, c'est la clé quand même de toute cette mise en place de cet indice de réparabilité, parce que tous ces appareils dont vous parlez produisent des déchets qui sont particulièrement polluants. Donc, c'est aussi le but, c'est celui-là. Il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect écologique qui est important. Tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on achète un nouvel appareil, on n'achète pas seulement un nouvel appareil. On met aussi au rebut l'ancien, donc il faut le recycler, il n'est pas toujours recyclé. Il faut produire le nouveau, donc extraire des matières premières, pour consommer de l'eau pour le produire, etc. Donc il y a toute une chaîne d'impacts environnementaux. Et comme vous le disiez, il y a également un intérêt économique. Donc là, on ne parle pas seulement de l'intérêt environnemental, on parle aussi de racheter moins souvent des produits, de garder plus longtemps son produit, donc de dépenser moins. Ouais, donc ça c'est double avantage. Donc vous aujourd'hui à l'UFC Que Choisir, vous prenez cette question à bras le corps. Vous êtes en train d'alerter sur encore une fois cette grille qui n'est pas très juste, et puis sur la nécessité que les choses soient mieux mises en avant. C'est un peu votre combat aujourd'hui. Tout à fait. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que l'indice, c'est une excellente nouvelle. C'est un bon pas
dans la bonne direction. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller plus loin, donc de proposer un indice qui reflète réellement la réparabilité et pas seulement la moyenne de différentes notes, et aussi que l'information soit facilement accessible, que toute l'information soit facilement accessible pour aussi l'indice joue son rôle pédagogique pour sensibiliser à tous les freins qui peuvent exister face à la réparation. Si on achète sur Internet, c'est pareil, c'est indiqué quelque part? Alors, tout dépend des sites, évidemment, mais la loi impose que ce soit indiqué au moment de l'achat. Sur certains sites, vous avez l'indice qui est parfaitement affiché, et également la grille qui est directement affichée sur la page de présentation du produit. Sur d'autres, au contraire, on n'a ni l'indice ni le produit. Donc, c'est très variable selon les sites, mais la loi impose que l'indice soit présent. Donc, mais encore une fois, moi, j'ai des produits électroménagers, je n'avais pas conscience que cette grille existait, et je pense que c'est important aujourd'hui aussi d'informer. Là, vous êtes à l'étape d'après, mais je crois qu'on est aussi dans la nécessité d'informer le consommateur de l'existence de cet indice de réparabilité, du fait qu'on peut demander la grille pour comprendre effectivement comment on peut réparer un appareil. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication sur cet indice de réparabilité? Alors, je dirais qu'il n'y a jamais assez de communication. Il y a eu des communications tout de même pour cet indice. Maintenant, c'est aussi aux distributeurs de se saisir du sujet. Absolument. Et de voir ça comme une façon de promouvoir certains produits aussi. L'objectif, c'est qu'au moment de l'achat, j'aille préférentiellement vers des produits qui sont plus reparables. Donc, je favorise la vente de ces produits et qu'à terme, j'améliore le marché. Oui. Très bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et vous pouvez aller sur le site de l'UFC Que Choisir. Il y a des articles qui concernent ce sujet et qui vous expliquent encore une fois extrêmement bien ce système de notation, et réfléchissez. Effectivement, on a toujours envie de faire réparer ces appareils, et aujourd'hui, il faut mettre la pression sur les industriels, penser à l'environnement. Il y a des collectes qui sont aussi organisées, il faut le rappeler, dans des communes où on récupère les appareils électroménagers pour ne pas qu'ils partent dans la nature. Quand on les met sur le trottoir, il faut savoir que parfois ça finit dans des champs où les métaux lourds imprègnent le sol. Bon, mais en tout cas, indice de réparabilité important quand vous achetez un appareil électroménager. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.